Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Sandrine Lequien de la Chambre de métier et de l'artisanat du Val-de-Marne. J'interviens à la Chambre de métier en tant que chargée de développement GPEC, donc GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Alors, pour introduire notre sujet, à savoir vos ressources humaines, un atout pour le développement de votre entreprise, eh bien, il faut d'abord avoir en tête que le développement d'une entreprise repose en fait sur l'adéquation entre le projet stratégique de votre entreprise et bien évidemment les compétences de vos salariés, sachant que toutes les entreprises sont concernées, quel que soit le secteur d'activité et la taille de l'effectif. Alors bien souvent dans les grosses structures, eh bien, il y a un DRH. Et dans les plus petites, par contre, c'est le chef d'entreprise qui assure toutes ces missions relatives à la gestion des ressources humaines. Alors, ce qu'il faut prendre en compte, donc, c'est que les ressources humaines sont au cœur de l'actualité et des enjeux de l'entreprise. Pour ça, on va prendre en fait 3 exemples très concrets. Donc, premier sujet d'actualité, eh bien, l'allongement de la vie professionnelle. Vu le contexte actuel, eh bien, là, réellement, c'est un sujet d'actualité, notamment au niveau de la réforme des retraites. En découle aussi eh bien, de nombreuses mesures en faveur de l'embauche des seniors. Par exemple, dans les entreprises de plus de 50 salariés, les entreprises doivent mettre en place un plan d'action pour l'emploi des seniors. Et peut-être que verra le jour le dispositif Zéro Charge Senior qui avait été évoqué en ce début d'année. Au niveau de l'actualité, eh bien, il y a eu une réforme de la formation professionnelle qui introduit en fait un entretien professionnel de seconde partie de carrière qui se réalise tous les 5 ans et qui est spécifique aux plus de 45 ans dans l'entreprise et qui a pour objet donc d'informer sur l'accès à un bilan d'étape professionnelle qui a pour but d'améliorer ou en tout cas d'adapter les conditions de travail ou de prolonger l'activité au-delà de l'âge requis. Donc à travers tous ces sujets d'actualité, eh bien, il y a forcément des enjeux pour l'entreprise, à savoir que à travers l'allongement de la vie professionnelle, eh bien, pour l'entreprise, il va falloir maintenir la motivation des seniors, par exemple en offrant de nouvelles perspectives de carrière, d'identifier et transmettre les compétences des seniors auprès des plus jeunes, avec des actions de tutorat, par exemple. Il va falloir également intensifier l'effort de formation, mettre à jour ses compétences. Et puis également, compte tenu de l'allongement de la vie professionnelle, eh bien, il va falloir également tenir compte de la pénibilité de l'emploi, de l'usure de l'emploi, et revoir éventuellement de nouvelles méthodes d'organisation du travail qui sont notamment évoquées dans le cadre d'un bilan d'étape professionnelle. Alors, deuxième exemple d'actualité qui place les RH au cœur de l'actualité et des enjeux de l'entreprise, eh bien, on a traversé un contexte économique difficile. On a pu voir que de nombreuses mesures ont été mises en place, notamment l'assouplissement des conditions de recours au chômage partiel et puis aussi des échelonnements des cotisations sociales, par exemple auprès des URSSAF. Et quels sont en fait les enjeux pour l'entreprise ? Eh bien, ça va être de faire une veille permanente sur les dispositifs existants pour maintenir l'emploi. Et puis, pour les entreprises, l'intérêt, ça va être, par exemple, en période de baisse d'activité, eh bien, en profiter pour former les salariés pour développer de nouvelles compétences. Troisième exemple, le développement d'une entreprise nécessite impérativement de connaître son environnement qui est en pleine mutation, avec un renforcement de la concurrence. Donc nous, en tant que chambre de métier, effectivement, on a vu naître le statut de l'auto-entrepreneur. Et puis, pour l'entreprise, il va falloir répondre aussi aux nouvelles attentes du consommateur,
qui souhaitent voilà, disposer de nouvelles technologies, de bénéficier des éco-activités par exemple, ou acheter via le e-commerce. Donc voilà, c'est des enjeux aussi pour l'entreprise, puisque par conséquent, l'entreprise va devoir identifier les compétences détenues à travers une cartographie des compétences. L'entreprise va également devoir évaluer ses compétences et en fonction de cela, acquérir de nouvelles compétences, tout en mettant en avant son savoir-faire, bien évidemment, pour faire face à la concurrence. Alors, pour illustrer donc, le schéma qui apparaît, on va prendre l'exemple de votre plombier chauffagiste de quartier. Vous faites régulièrement appel à lui pour de la plomberie et puis pour installer et entretenir votre chaudière. Et puis il se trouve que vous êtes intéressé pour installer une pompe à chaleur dans votre jardin. Donc votre plombier a deux solutions. Soit effectivement il refuse votre commande puisqu'il n'a pas les compétences en interne. Soit pour combler ce déficit de compétences, il va décider d'acquérir de nouvelles compétences et ainsi partir à la conquête de nouveaux marchés. Donc en fait, sans le savoir, votre plombier chauffagiste fait de la GPEC, de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, puisque donc il va définir son besoin de compétences, éventuellement recruter en externe ou en tout cas former ses salariés en interne, et puis va faire tout ce travail de veille par rapport à son environnement. Donc il est important en fait d'intégrer et de développer les compétences en lien avec les besoins de l'entreprise. Et pour démontrer que la compétence se situe au cœur de la performance, eh bien, il va falloir donc optimiser le recrutement en identifiant le besoin de compétences à travers l'élaboration de fiches de poste, par exemple. Il va falloir également réaliser l'entretien professionnel qui permet d'identifier le besoin de formation et ainsi pallier aux lacunes qui auront été identifiées. Il va également falloir planifier des formations afin de maintenir l'employabilité de ces salariés et de sécuriser les parcours, donc déterminer dans quel dispositif la formation peut rentrer. Est-ce que c'est du plan de formation? Est-ce que c'est du droit individuel à la formation? Et puis il va falloir également améliorer les conditions de travail, notamment à travers la sécurité et l'hygiène, qui est un gage de qualité pour l'entreprise et vraiment de compétences professionnelles détenues par chacun de ses salariés. Et puis il va y avoir également la dimension management, c'est-à-dire motiver ses équipes en offrant par exemple des perspectives d'évolution professionnelle. Et puis je ne peux pas évoquer les ressources humaines sans l'aborder en fait sous l'angle du développement durable. Ainsi, pour améliorer en fait la compétitivité de l'entreprise, il va falloir qu'il y ait un développement de la performance sociale et ça passe notamment par des processus d'intégration des publics en difficulté, donc par exemple intégrer des personnes en situation de handicap, garantir l'employabilité de CRH à travers par exemple la validation des acquis d'expérience ou du bilan de compétences ou l'adaptation tout simplement des compétences, assurer la sécurité des personnes, garantir une rémunération équitable des emplois et partager équitablement les résultats. Donc je vais laisser la parole à Monsieur Dautel de la Chambre de métier de Seine-Saint-Denis qui va axer davantage sur le secteur artisanal. Merci beaucoup, Sandrine. Voilà. Moi, je voulais plus précisément revenir sur l'enjeu de la ressource humaine dans le développement des TPE, sur le secteur artisanal, parce que c'est un secteur que je côtoie assez fréquemment. Alors, d'abord, qu'est-ce que le secteur artisanal pour cadrer la problématique de la ressource humaine? Il faut quand même comprendre que dans le secteur artisanal, moins de 90%, près de 90% des entreprises ont entre 0 et 5 salariés. Donc la ressource humaine, elle va plutôt se situer évidemment autour des premiers salariés de l'entreprise et bien sûr le premier ressource humaine, c'est le dirigeant. Car c'est lui qui va d'une part insuffler vraiment la production, la dynamique de l'entreprise. Et puis quand je dis la production, c'est parce que généralement chez nous le dirigeant est aussi quelqu'un qui travaille à l'atelier. Donc sa formation, on va en parler beaucoup,
est très importante parce qu'elle impacte directement le développement de l'entreprise. Donc, accroître le niveau de compétence du dirigeant, pas simplement dans le domaine de la gestion et de l'administration de l'entreprise, mais aussi dans son niveau de performance professionnelle, de qualification professionnelle, c'est indéniablement avoir des effets directs sur le développement de l'entreprise. Quand on parle de développement de l'entreprise, je sous-entends le maintien de l'activité, hein. Je ne parle pas forcément d'une croissance très forte. Oui, alors sur la formation initiale, pourquoi la formation initiale? Parce que la formation initiale, ailleurs on appelle ça la période scolaire, c'est-à-dire les personnes qui sont étudiantes, etc. Chez nous, on dit la formation initiale parce que une bonne partie des salariés comme des dirigeants ont eu un cursus formatif via l'apprentissage. Donc il était indispensable de parler de l'apprentissage et de mettre l'accent sur une chose qui est essentielle, c'est que c'est souvent durant cette formation, cette première formation, que s'acquièrent les compétences des salariés, des dirigeants d'entreprise. Il suffit de voir le taux de fréquentation de la formation continue du secteur artisanal, comme de toutes les TPE, j'entends par là, pour bien s'apercevoir que le niveau de compétence des entreprises vient du niveau de compétences acquises par les salariés lors de la formation initiale. Ce qui me fait penser qu'il y a un effort considérable à faire au niveau de la formation initiale, au niveau de l'apprentissage. Ce qui me fait rebondir sur le troisième niveau, le niveau de qualification et de savoir-faire, c'est-à-dire, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, les dirigeants d'entreprise et les salariés sont quand même très, très étroitement liés au niveau de la ressource humaine. Au niveau de la qualification professionnelle, on ne peut pas dire qu'il y a une grande différence entre un salarié qui est là depuis 10 ans et un dirigeant qui est là depuis 15 ans. Donc ça ne va pas se situer forcément là, sur ce niveau-là. Il va y avoir d'autres aspects qui vont rentrer dans la compétence de l'entreprise. Mais globalement, on peut dire que le niveau de compétence de l'entreprise, plutôt sa performance, pardon, est quand même étroitement lié à la formation des salariés. Et ce que je voulais préciser aussi, c'est que pour le dirigeant, bien, nous ne pouvons pas lui dire comment diriger une entreprise. On peut former un homme, on ne forme pas une entreprise. Donc le seul domaine d'intervention, c'est de conseiller, d'apporter des savoirs supplémentaires aux dirigeants. C'est ce que nous réalisons en faisant une veille administrative, une veille réglementaire, une veille juridique pour le dirigeant d'entreprise. Pour avancer un petit peu, plus nous intervenons sur ce que vient d'évoquer ma collègue, sur le niveau de qualification et sur les compétences des salariés comme des dirigeants, plus on pense pouvoir intervenir sur le développement des savoir-faire de l'entreprise et en conséquence sur l'image commerciale de l'entreprise, puisque dans le champ des TPE, grosso modo, ce qui fait le regard qu'on peut porter sur une entreprise, sa valorisation, voire même son patrimoine, c'est le degré de savoir-faire que possèdent les salariés comme les dirigeants. D'où la partie très importante de la formation, je dirais, professionnelle des salariés comme des dirigeants de l'entreprise. Exemple de collaboration économique pour le bilan des ressources humaines. Alors, j'ai un exemple qui vient de l'étranger, puis j'ai un exemple qui vient de France. C'est des exemples un petit peu, on va dire, particuliers, mais en même temps, j'écoutais en haut, il y a des débats sur les politiques de réseau, d'affaires, de tout ce qu'on peut apporter comme synergie autour des entreprises pour leur permettre de se développer. Après tout, ces exemples s'inscrivent dans l'accompagnement des entreprises en proposant ce genre d'initiative. Ainsi, par exemple, en Allemagne, il y a eu, je ne sais pas si c'est encore, moi, ma source, ça date d'il y a quand même quelques années, des donneurs d'ordre qui ont soutenu la formation des salariés des entreprises sous-traitantes. L'intérêt étant de garder leurs sous-traitants avec qui
connaissaient bien, et pour leur permettre de pouvoir satisfaire des commandes sur des nouvelles technologies sur lesquelles ils n'étaient pas encore adaptés, ou de suivre d'autres marchés. Ces donneurs d'ordre ont participé financièrement, voire même peut-être de prendre des salariés sous-traitants dans leurs entreprises pour leur permettre de découvrir un certain nombre de savoirs professionnels. Donc, et puis ça permet là aussi de maintenir les petites entreprises, parce que je parle toujours au nom des petites entreprises, dans leur métier, dans leur profession, dans leur savoir-faire. Autre exemple, ça c'est un exemple que j'ai directement connu, il y a de ça quelques années. C'était un groupe pharmaceutique qui cherchait à faire de placement pour ces cadres qui avaient atteint cet âge canonique de l'ordre de 50-55 ans et qui cherchaient à leur permettre d'avoir la qualité de vie professionnelle qu'ils souhaitaient. Je rebondis sur la qualité de vie, je trouve que c'est important. Et donc, ils avaient essayé de permettre à ces cadres de convertir leurs compétences en management, en direction, en organisation, en s'investissant dans le champ du TPE. Et du coup, il y avait une tentative de mariage qui avait été faite avec des entreprises à reprendre. Alors, bien sûr, ces cadres n'avaient pas les compétences techniques, mais ils pouvaient avoir un apport considérable pour que l'entreprise renforce sa commercialisation, son management. Et d'une certaine manière, ils étaient prêts aussi à investir. Et je crois que s'ils ne le faisaient pas, peut-être que personne ne se serait intéressé à ces entreprises. Ce genre d'initiative, ça a d'abord un effet considérable sur la reprise d'entreprise et donc le maintien des activités, mais ça a aussi un effet sur la ressource humaine, puisque à partir du moment où on fait rentrer dans une entreprise TPE quelqu'un qui vient d'un autre champ professionnel, qui a des compétences en management, commercialisation et tutti quanti, c'est un accroissement de la ressource humaine dans les TPE et ça va d'office, de facto, jouer sur le développement de l'entreprise. Je suis un peu long. Ah oui, alors les freins, alors on l'a vu, les freins à la formation continue dans le secteur artisanal. La formation continue, je l'ai évoqué tout à l'heure. Pourquoi j'ai fait un focus sur la formation continue? Parce que pour moi, l'accroissement de la ressource humaine, ça passe évidemment par ce qui vient d'être évoqué précédemment, mais aussi par l'accroissement des qualifications des personnes, des salariés, des collaborateurs de l'entreprise. Donc là, on rentre dans le champ de la formation continue et on peut se poser la question, que je crois beaucoup de gens se la posent, tous ceux qui veulent intervenir sur ce champ-là, pourquoi ça ne marche pas? Alors, il m'a semblé important de distinguer des problèmes, des freins, et puis après ça peut ouvrir un débat et voir comment on peut contourner ces freins. Cependant, ils y sont. Le temps consacré par un collaborateur ou un dirigeant à la formation, donc est du temps qui n'est pas consacré à la fabrication. Le salarié n'est pas remplaçable au pied levé. À la différence de la fonction publique, à la différence des grands groupes, etc. Dans une entreprise, chaque salarié a une fonction bien précise et je dirais on a un chaînage, un enchaînement des activités. Donc si vous avez un salarié en moins, souvent ça rompt la chaîne de fabrication au sens artisanal du terme, pas tailleur. La taille de l'entreprise, le fait, comme je viens de l'évoquer, le fait qu'il y ait un petit effectif, chacun a un poids considérable et une polyvalence très forte, et donc on retombe sur ça. Donc le temps pour les collaborateurs, parce que c'est un levier sur lequel on peut travailler, le temps. La taille des entreprises, ça malheureusement c'est un fait. Et puis j'ai ajouté aussi le formalisme administratif dans la formation continue, parce que le secteur artisanal n'aime pas tellement les papiers, n'aime pas avoir des délais de réactivité trop longs, c'est-à-dire que quand on a des besoins, on aime bien les satisfaire. Il faut dire que le chef d'entreprise vit dans un temps de réalisation d'une commande très serré, ils ne sont pas sur des projections à 6 mois, par exemple, comme d'autres. Donc on est dans l'action permanente. Or, on sait bien que pour engager un plan de formation, il faut aller vers la projection, et que ce décalage-là, ce n'est pas quelque chose qui appartient à l'ordre du monde artisanal.
Et puis le formalisme administratif, il y a quand même une lourdeur, qu'on le veuille ou non, il y a quand même des mécaniques très, très, très techniques, et ça, le dirigeant, il ne peut pas en même temps être DRH, chef d'entreprise, tutti quanti, etc. etc. Voilà. Donc l'homme d'orchestre, il y a des moments où il s'arrête. Ce qui me fait penser que, bien sûr, le gros problème de tout ça, me semble-t-il, pour moi, c'est le seulement, c'est-à-dire le fait que le dirigeant est tout seul. Voilà. Je crois que c'est parce qu'il a trop de choses à faire, comme j'ai dit tout à l'heure, il est beaucoup de son temps est consacré à la fabrication. Tout ce qui est pilotage, direction d'entreprise, il a moins le temps de s'y investir, puis en fin de compte, c'est pas forcément ça qui va rapporter de plus non plus, il faut quand même aller sur les priorités. Donc, il est tout seul et il n'a pas le temps d'investir. Et quand je dis investir, ça veut dire acquérir des savoirs dans le domaine de la ressource humaine. Et donc, ma conclusion sur ces freins, c'est vraiment c'est pour expliquer combien ce que vient d'expliquer ma collègue est essentiel. Même si des fois on peut faire des choses et puis on attrape 10 personnes, mais si un chef d'entreprise, il faut qu'il soit accompagné autour de la ressource humaine. La seule solution, c'est l'accompagnement des dirigeants d'entreprise. Et c'est ce qui vient d'être présenté, ce qui est présenté aussi dans le réseau des consulaires. Et quand on fait de l'accompagnement de la ressource humaine, on fait de l'accompagnement au développement économique, car les deux ne peuvent pas être distincts dans notre champ professionnel. C'est ce que j'essayais précédemment de vous démontrer. Alors, les accompagnements de la Chambre des métiers, GRH, ne dit pas GRH, l'accompagnement des dirigeants, parce que c'est mélangé, on n'a pas une structure distincte. Information, conseil, assistance, c'est dès que quelqu'un a besoin de conseils sur un sujet qui touche la ressource humaine. Assistance, c'est parce que non seulement on ne lui dit pas simplement de cliquer sur le site de la Chambre des métiers du 93 ou du 94, on lui dit aussi qu'il peut nous consulter, et derrière ça, on peut commencer à réfléchir, à construire quelque chose pour l'aider à prendre sa décision dans le domaine. L'appui au recrutement, c'est pas forcément la mise en relation avec des demandeurs d'emploi. C'est aussi comment construire un contrat de travail, c'est connaître les législations en cours et puis c'est connaître toutes les procédures de licenciement. Je rappellerai une chose, moi, sur un salarié, en moyenne en France, il reste 10 ans dans l'entreprise. D'accord ? Alors quand vous faites 12 SMIC, vous faites 120 SMIC, je prends le SMIC pour pas aller trop loin, mais je peux faire un petit peu plus, vous multipliez ça par 120, ça veut dire que quand un chef d'entreprise recrute un salarié, c'est comme s'il faisait un investissement de, je n'ai pas fait le calcul, mais ça doit bien tourner autour de 300 ou 400 000 euros. Quoi. Si on réfléchit comme ça en données professionnelles, strictes, financières, c'est comme s'il venait d'acheter une machine de 400 000 euros. Il a le même investissement. Or, on sait bien que si on lui dit qu'il va faire un investissement de 400 000 euros, il va avoir le temps d'aller voir le banquier, de voir plusieurs rendez-vous. Quand il est question de recruter quelqu'un, il a tout juste le temps de passer un coup de fil à la chambre de métier, etc. Donc il y a aussi besoin de permettre aux dirigeants d'entreprise d'avoir une certaine conscience de l'investissement en ressources humaines, y compris de ce que je viens de dire, la valeur de la ressource humaine dans le patrimoine de l'entreprise. On le voit bien pour ceux qui travaillent un peu sur la transmission-reprise. Qu'est-ce qui s'évalue, quelle est la valeur, et souvent ça repose sur ça. Alors, pour l'accompagner, mais pour le sensibiliser, ce que l'on fait, c'est des réunions thématiques sur des sujets d'actualité ou sur d'autres thèmes qui peuvent intéresser, mobiliser, sensibiliser le dirigeant de l'entreprise. Et quand on l'a en face de nous, on lui fait passer 36 000 messages, et notamment de faire attention quand même sur la ressource humaine, au sens que c'est quelque chose d'important. Formation continue et diplômante, je l'ai pas mal évoqué déjà, mais je veux simplement signaler que le réseau des chambres de métiers organise tout ce qu'il peut autour de la formation continue dans les secteurs de l'artisanat, du CAP, du brevet jusqu'au brevet de maîtrise et jusqu'aux licences professionnelles.
Donc ce sujet-là, on peut dire que le réseau est structuré autour de cette problématique. On ne peut pas dire la ressource humaine dans le champ des TPE artisanales, il n'y a rien. Je crois qu'il y a beaucoup de bonne volonté, je crois qu'il y a beaucoup d'acteurs sur le terrain qui sont là. Je pense que le gros travail, c'est peut-être d'amener les entreprises à plus les fréquenter. Appui à la reprise d'entreprise, bien là, sur d'autres thématiques, quand on met en relation un cédant et un repreneur, derrière le maintien de l'activité, la qualité de vie du secteur, puisqu'on est quand même dans des départements qui ont besoin, qui sont très urbanisés, donc la présence artisanale est très essentielle. Quand on maintient ça, on maintient aussi les emplois qui sont adossés, qui constituent aussi l'entreprise. Alors, en ce qui concerne les accompagnements à la GRH que propose la Chambre de métiers et de l'artisanat du Val-de-Marne, eh bien, nous proposons des rendez-vous conseils gratuits et qui se déroulent à la Chambre pour tout ce qui concerne l'embauche. Donc, on peut vous fournir des modèles de contrat de travail, faire le point avec vous sur tout ce qui est cotisation sociale. Si vous avez un litige avec votre salarié, on est en mesure aussi de vous accompagner et éventuellement aller jusqu'à la rupture du contrat de travail. Nous proposons également une convention CAP-RH. Il s'agit d'un accompagnement en fait dans la durée des entreprises qui ont au moins un salarié. En signant cette convention, l'entreprise bénéficie d'un diagnostic dans l'entreprise, enfin dans sa structure, pour faire le point par exemple sur les affichages obligatoires. L'intérêt de cette convention, c'est également de pouvoir participer à des réunions thématiques que nous organisons. Et puis, par le biais de cette convention, l'entreprise est informée par le biais d'une newsletter de toutes les évolutions en matière de législation sociale. Cette convention est gratuite et cofinancée par la Chambre de métiers et de l'artisanat du Val-de-Marne et aussi la directe unité territoriale du Val-de-Marne. Autre action que l'on propose, il s'agit du diagnostic GPEC, donc diagnostic gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. L'objectif, c'est réellement de professionnaliser le chef d'entreprise à la gestion de ses ressources humaines, puisque souvent, lorsqu'il s'installe, il est seul, et puis au fur et à mesure du développement de son entreprise, il est amené à recruter. Et c'est en ça qu'on propose cet accompagnement vraiment pour le professionnaliser, pour qu'il améliore ses pratiques en matière de gestion des ressources humaines. On lui donne des outils et des techniques pour fidéliser son personnel. Donc ce diagnostic, en fait, se déroule là aussi en entreprise. Dans un premier temps, on rencontre le chef d'entreprise pour évoquer ses pratiques. On rencontre également les salariés dans le cadre d'entretiens individuels pour savoir s'ils ont des attentes particulières en matière de formation, par exemple. Troisième étape, on revoit à nouveau le chef d'entreprise, on lui remet un rapport écrit et personnalisé à son entreprise en fonction des problématiques qui seront identifiées. En fait, on construit un plan d'action avec lui. On formule des préconisations pour essayer d'enrayer ces problématiques et puis on assure un suivi. C'est-à-dire que tous les ans, on retourne dans l'entreprise pour faire le point avec le chef d'entreprise, voir s'il y a eu des améliorations et sachant que voilà, on reste disponible à toutes ces demandes. Autre accompagnement, il s'agit de l'outil Comafoi. Donc c'est un outil réseau chambre de métiers, un outil donc qui est accessible en ligne et qui permet en fait de gérer les compétences de vos salariés. Donc sur notre plateforme, on a une 60aine de référentiels métiers que l'entreprise peut personnaliser et à partir de cela, l'entreprise peut réaliser l'entretien professionnel ou éventuellement positionner un candidat dans le cadre d'un recrutement. Donc cette action Comafoi est cofinancée par la Chambre de métiers et par la directe siège Île-de-France. Et puis nous proposons également des formations à destination des chefs d'entreprise et des conjointes collaboratrices, donc formation transversale sur toutes les thématiques management, informatique, compta, etc. Et puis formation diplômante aussi. On va jusqu'au brevet de maîtrise. Donc ça, c'est un diplôme chambre de métier.
Nous accompagnons également des salariés ou des chefs d'entreprise qui souhaitent valider leurs acquis par le biais d'une VAE. C'est-à-dire que dès lors que la personne peut justifier de 3 années d'expérience dans le métier, elle peut constituer un dossier qu'elle va présenter devant un jury qui va attribuer une partie ou tout le diplôme demandé. Et puis, dernier accompagnement, on fait également du bilan de compétences. Donc ça peut être à destination des salariés ou des chefs d'entreprise. Donc, par le biais de cette diapo, on tenait à remercier aussi nos partenaires, le Conseil général du Val-de-Marne qui finance notre diagnostic GPEC, et puis la Directe Unité Territoriale Val-de-Marne et Siège également qui finance deux de nos actions. Voilà, écoutez, vous avez nos coordonnées, et puis je tiens à votre disposition des plaquettes si vous êtes intéressés pour en savoir davantage, sachant qu'on a aussi un stand et on se tient à votre disposition. Voilà, je vous remercie. De même. Et formation des éco-activités et du développement durable. Donc on est 3 intervenants. On va commencer par se présenter. Je représente l'ADEME, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Je suis Jean-Marie Chomel, directeur régional adjoint pour l'Île-de-France. Bonjour, donc, je m'appelle Élodie Sével. Donc, moi, je représente la Maison de l'Emploi et des entreprises des Bords de Marne, qui est une association qui réunit à la fois le service public de l'emploi et des communes. Donc 7 communes, Nogent, Le Perreux, Brie, Champigny, Villiers et Chambières-sur-Marne, et Joinville-le-Pont, excusez-moi, et qui développent des actions qui concourent à la mise en œuvre au niveau territorial d'actions en faveur de l'emploi et du développement économique. Et nous avons un partenariat avec l'ADEME actuellement, et on travaille donc sur la mise en œuvre opérationnelle des enjeux du Grenelle 2 de l'environnement en termes d'appui au développement économique des entreprises, de formation et d'emploi. Moi, je suis Jim Djunga, Maison de l'Emploi des entreprises de Bords-de-Marne. Jean-Pierre Gravouille, responsable du pôle service aux entreprises à la direction régionale de Pôle emploi. Pascal Lelièvre, Pôle emploi Île-de-France et chargé d'affaires Grandcourt. Alors je vais commencer par vous présenter un certain nombre d'actions qui sont menées, entre autres par l'ADEME, parce que très généralement, sur les domaines emploi et formation, nous travaillons en partenariat et généralement en très large partenariat. Alors le meilleur exemple, c'est le premier que je vais prendre, puisqu'il s'agit d'un réseau qui s'appelle Territoire Environnement Emploi. Donc c'est un réseau qui est un réseau avant tout d'institutionnels à la fois de l'emploi et de l'environnement. Côté emploi, notamment, il y a Pôle emploi, ce qui est devenu maintenant la Directe. Et côté environnement, d'une part, l'agence de l'eau Seine-Normandie, nous-mêmes, et ce qui est devenu la DRIE, Direction régionale de l'industrie, de l'environnement et de l'énergie. Donc ce réseau a été créé en 2000. Donc il est animé par une petite équipe de 3 personnes. Et donc son rôle est de chercher à fluidifier les choses en matière de circulation d'informations sur les emplois, les métiers et les formations en matière d'emploi liés à l'environnement. Donc ils sont en train d'évoluer vers ce qu'on pourrait appeler un observatoire des métiers de l'environnement. Ils animent un site internet très complet qui s'appelle ecoformation.net. Alors c'est ecoformation au pluriel, à la pagnole je dirais ecoformations.net. Donc tout cela étant dédié aux formations aussi bien initiales que continues. C'est bien l'ensemble
des formations du secteur environnement au sens large. Alors j'aurais peut-être pu commencer mon intervention en posant la question qui n'est pas si simple que ça de définir ce que c'est qu'une écoactivité. On a un petit peu à l'idée des choses très nouvelles, enfin des métiers nouveaux, mais il s'agit tout autant d'évolution de métiers. J'aime bien à cette occasion citer l'image de l'éco-plombier qui maintenant se trouve devenir quelquefois installateur de chauffe-eau solaire. Donc, les chauffe-eau solaires, c'est quelque chose qui est nouveau, mais par contre ça repose sur une qualification de base qui ressemble beaucoup à celle d'un plombier. Donc, ça donne une image de l'évolution des métiers et comment, à partir de choses assez traditionnelles, on peut, moyennant évidemment une formation complémentaire, évoluer vers une activité qui, elle, est plus récente. Donc, avec TE, on a beaucoup fonctionné en relation avec des besoins ressentis sur le terrain. À titre d'exemple, on avait travaillé il y a quelques années sur une sollicitation qui provenait de directeurs de ressources humaines de petites et moyennes entreprises d'écoactivité, des déchets et de l'eau. Alors, à l'époque, c'était sur les Yvelines, mais évidemment, ça aurait pu se trouver ailleurs. Et le problème posé, il était tout simple, c'est que ces entreprises voulaient se développer et lancer des annonces et ne trouvaient pas preneur. N'arrivaient pas à satisfaire leurs recherches de personnel. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en fait, les postes étaient mal valorisés, mal présentés. Et donc, là, en l'occurrence, le travail de TE, alors en partenariat avec les membres du réseau, ça a été de concevoir des fiches de poste type un petit peu plus, comment dirais-je, alléchantes et un petit peu plus valorisantes, oui, c'est le mot. Donc voilà le genre de choses. Également, promouvoir de nouvelles formations, éventuellement, mettre en évidence tel ou tel besoin de formation. Donc, on essaie de constituer une espèce de boîte à outils sur les métiers et formations de l'environnement. Deuxième point que je voulais signaler, alors là pour nous on est moins impliqué, c'est le programme régional de qualification environnement qui est une action du conseil régional. Je l'indique parce que c'est une action de formation continue à destination des demandeurs d'emploi qui est d'une ampleur importante. C'était 1 million d'euros l'an dernier. Et sur 2010, l'axe qui est mis en avant, c'est la rénovation thermique des bâtiments. Alors, pour nous, c'est un secteur qui est tout à fait clé, donc c'est pour ça que je l'indique. Puisque d'une part, le domaine de l'énergie, on estime que c'est de l'ordre de 80% de ce qu'on a appelé, avec guillemets, la croissance verte et des emplois qu'on peut envisager créer à la clé. Et sur ces 80%, la rénovation thermique des bâtiments, c'est, de notre point de vue, certainement le point tout à fait prioritaire. Le grand public a facilement présent à l'esprit les énergies renouvelables, mais à notre sens, à l'ADEME, on considère que c'est une priorité de deuxième plan, les énergies renouvelables, et que c'est quelque chose qui est à faire impérativement après avoir déjà bien remis d'aplomb la performance du bâtiment sur lequel on envisage de mettre une énergie renouvelable. On a l'habitude de dire qu'on ne met pas du chauffage solaire ou du chauffage au bois sur une passoire thermique. Il faut d'abord traiter les mailles de cette passoire avant de s'occuper d'autre chose.
point suivant, alors là j'ai un petit problème avec le nom parce qu'en fait c'est un projet qu'on a appelé Praxis Ecobat avant de se rendre compte que Praxis était un nom qui avait été déposé et Ecobat aussi, donc il va falloir qu'on change le nom. Donc boutade mise à part, concrètement il s'agit d'un travail que nous menons avec l'ensemble des régions françaises. Et qui consiste à... Alors pourquoi les régions? Parce qu'en fait, il s'agit de passer au crible les plateformes pédagogiques en matière d'énergie, donc aussi bien énergie renouvelable qu'efficacité énergétique, et aussi bien en formation initiale qu'en formation continue, donc aussi bien dans les lycées que dans les organismes de formation continue. Donc il s'agit, dans un cas comme dans l'autre, de prérogatives qui reviennent aux conseils régionaux, d'où ce partenariat. Donc il s'agit de voir qu'est-ce qui existe comme plateforme pédagogique sur ces établissements de formation et qu'est-ce qui est dans les cartons, qu'est-ce qui est prévu comme projet, et d'en faire une analyse critique. Alors, et le but de tout ça, c'est de concevoir au mieux, d'optimiser dans un contexte de recherche de limitation des coûts, d'optimiser les projets nouveaux de plateformes pédagogiques. Donc ce dont on s'est rendu compte, et c'est pas sans lien avec ce que je disais tout à l'heure sur la bonne presse des énergies renouvelables, c'est qu'on a énormément de plateformes pédagogiques sur les énergies renouvelables, notamment sur le photovoltaïque. Et je dis les choses de manière tout à fait transparente par rapport à ce que nous pensons à l'ADEME. C'est trop de plateformes sur le photovoltaïque. Et par contre, trop peu de plateformes sur des choses peut-être un petit peu moins aguichantes a priori, comme l'isolation, comme la ventilation des locaux, etc., comme l'efficacité énergétique d'une manière générale. Et donc, le diagnostic que l'on fait, c'est que c'est sur ce dernier point qu'un effort complémentaire est à faire. Donc, ensuite, alors bien entendu, dans le panorama que j'ai fait, il n'y a pas d'ordre de priorité. Il y a le partenariat que nous menons avec les maisons de l'emploi. Alors, en fait, ça résulte d'une démarche qui avait été testée au plan national sur 3 maisons de l'emploi, sur 3 bassins. Donc ça avait été testé en 2009 sur le bassin de Bayonne, celui de Lille et celui de Nancy. Donc on voit que c'est des contextes très très diversifiés. Et c'était un partenariat entre ces maisons de l'emploi et des entreprises et une association qui s'appelle Alliance Ville-Emploi. Et donc on a conclu de ce test l'intérêt de la démarche. Et cette démarche, elle consiste à faire une étude locale sur un bassin d'emploi, sur les besoins de formation concernant le domaine de l'énergie dans les bâtiments. Alors cette étude locale est généralement menée par une cellule qui s'appelle les cellules économiques régionales de la construction, qui est un organisme professionnel. Et ensuite, l'intérêt, c'est de déboucher sur un programme d'action pour répondre à ces besoins constatés. Voilà, juste pour ajouter, pour ce qui concerne la maison de l'emploi et des entreprises des Bords-de-Marne, on travaille actuellement donc, sur cette phase de diagnostic avec la CERC, comme vient de le dire M. Chaumel, et on présentera notre plan d'action opérationnel donc, début 2011. En attendant, on sollicite les différents partenaires, que ce soit les fédérations professionnelles, les OPCA, les organismes de formation, et puis tous les partenaires qui sont concernés donc, par le développement économique et l'emploi sur le territoire. Donc, au niveau de l'action de Pôle emploi, donc là le sujet c'est les éco-activités, mais Pôle emploi s'inscrit dans une action plus globale par rapport à la croissance verte. Donc, comme l'a dit M. Chaumel, il est important d'identifier déjà les entreprises qui sont concernées. Donc on a 2 types d'entreprises. On a les entreprises qui sont naturellement sur ce champ-là, hein, c'est leur activité propre.
donc la gestion des déchets, traitement de l'eau, les énergies renouvelables dont on a parlé. Et après, il y a les entreprises qui s'ouvrent à ces nouveaux marchés. Donc on a l'évolution de l'industrie automobile, les voitures électriques, des expérimentations sur d'autres thèmes. On a le bâtiment qui évolue, on parlait tout à l'heure de la gestion thermique. Donc une fois qu'on a identifié ces secteurs, il est important d'identifier aussi les métiers qui évoluent. Alors, sur la même terminologie, on a les métiers qui sont proprement verts, on va avoir les métiers verdissants, et puis on a les métiers qui évoluent par rapport aux attentes du marché. Donc le travail de Pôle emploi avec différents partenaires, notamment avec effectivement la région Île-de-France. Pôle emploi est un acteur du CREP, dont l'ADEME est aussi partenaire. Donc je vais citer un métier sur chaque situation. Les métiers de l'environnement, donc on va avoir l'agent de déchetterie, c'est un grand classique. On va avoir les métiers qui intègrent de nouvelles compétences, le BTP. Donc effectivement, tout à l'heure, on parlait les poseurs de panneaux photovoltaïques, les couvreurs. Mais on a aussi des métiers qui ne changent pas, mais qui sont impactés par la croissance verte. Donc tout ce qui est lié, par exemple, à la sylviculture ou des choses comme ça. Donc après, par rapport à tout ça, Pôle emploi, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il fait, Pôle emploi? Donc il accompagne, il identifie tous ces secteurs et ces métiers pour accompagner les entreprises dans ces mutations. Donc on mobilise un certain nombre de choses pour accompagner ces entreprises. C'est d'abord faire la promotion des métiers vers de la croissance verte. Donc cette promotion, elle se fait vis-à-vis, bien évidemment, des demandeurs d'emploi, puisqu'aujourd'hui, on essaye d'inciter aussi ces personnes à aller sur ces métiers-là, à développer ou à se reconvertir sur des métiers à potentiel. Et il y a aussi l'action en direction des entreprises, bien évidemment. Donc comment on accompagne les entreprises? On va mobiliser notamment toutes nos actions de formation qui prennent plusieurs formes. Il y a les actions de formation préalables au recrutement. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent. Il y a de nouveaux dispositifs qui arrivent avec la nouvelle loi sur la formation continue. Donc la POE, la préparation opérationnelle à l'emploi, et un certain nombre de dispositifs. Donc tout ça, c'est toujours en partenariat notamment avec les OPCA, que j'ai entendu citer tout à l'heure aussi, en fonction des aides. Pôle emploi a fait évoluer aussi ses outils. Donc avant, on identifiait les métiers, à l'aide d'un ROM, le répertoire opérationnel des métiers et des emplois. C'était une version 2. Depuis la fin 2009, on a une version 3 qui permet d'identifier. En fait, il y a une entrée thématique sur les emplois du développement durable et les emplois verts. Ce qui permet d'identifier directement les demandeurs d'emploi sur ces métiers qui sont liés à ce secteur, et pareil, d'identifier les offres d'emploi sur ces secteurs-là. Je parlais de formation. Alors je vais parler de chiffres aussi, en tout cas d'enjeux. On parlait d'argent tout à l'heure. Aujourd'hui, Pôle emploi investit 5% de son budget de formation spécifiquement sur la croissance verte, les métiers de la croissance verte. Donc ça, c'est une orientation nationale, et dans chaque région, le système est appliqué. C'est-à-dire que chaque région prend 5% de son budget pour financer des formations croissance verte. Donc actuellement, on a acheté des formations. On va acheter des formations, par exemple, d'installateurs. Ma collègue peut compléter pour vous donner des exemples si ça vous intéresse. Ensuite, on communique. Donc ce que je disais tout à l'heure, on était dans la valorisation. Donc on va valoriser donc, les demandeurs d'emploi et les entreprises. Donc aujourd'hui, vous pouvez aller sur le site de Pôle emploi, ou en tout cas web TV pôle emploi.fr, et là vous avez des petits films d'animation où on a des salariés qui occupent des emplois dans les secteurs de la croissance verte et qui témoignent. Donc c'est très intéressant, ils racontent ce qu'ils font, et ça permet aussi d'alimenter les orientations des demandeurs d'emploi, de les amener à réfléchir sur ces métiers-là. Que dire d'autre? Oui, Pôle emploi, comme vous le savez certainement, tous les ans fait une enquête auprès des entreprises pour savoir quels sont les besoins en main-d'œuvre, ce qu'on appelle nous le BMO. Aujourd'hui, depuis 2009, est intégrée une partie
dans le questionnaire sur les métiers de la croissance verte, ce qui permet d'identifier les besoins répertoriés par les entreprises sur les métiers de la croissance verte, et du coup Pôle emploi, par rapport à ce que je viens de vous présenter, oriente aussi ses achats de formation et ses actions d'accompagnement des entreprises. Pour terminer, d'un point de vue plus technique, je vous ai parlé des codes métiers. Je peux aussi vous parler des codes NAF. Donc on a également répertorié, donc ça aussi c'est un travail qui est fait par les régions, d'essayer de répertorier les secteurs qui sont concernés par les métiers de la croissance verte pour bien cibler l'action de chacun. Voilà, après, oui, on participe également au forum, donc on parlait des énergies renouvelables tout à l'heure. Donc, il y a eu le forum des énergies renouvelables qui s'est tenu sur 3 jours il y a quelques mois, donc Pôle emploi était partenaire. L'année dernière, il y avait le premier salon sur les développements durables auquel Pôle emploi participait et était partenaire. Donc voilà, on continue, Pôle emploi travaille énormément en partenariat avec les OPCA, les branches professionnelles, pour essayer d'accompagner les mutations de ce secteur et le développement du secteur. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions? Juste quelques éléments en plus. Il est important que chacun puisse voir, puisse se dire que aujourd'hui il y a la possibilité d'aller vers ces métiers-là en partant de rien. C'est-à-dire qu'il y a des formations qui sont disponibles sur le territoire du 94. Il y en a plus de 40, il y a des établissements qui le font. Et les mutations sont de deux côtés, du côté de demandeurs d'emploi dans leur métier et du côté des professionnels de ces métiers-là. C'est-à-dire que les entreprises elles-mêmes vont être obligées de prendre des certifications pour se mettre aux normes, pour pouvoir utiliser certaines techniques, pour pouvoir savoir utiliser certains matériaux, pour justement, M. Chomel le disait, construire des bâtiments réhabilités ou reconstruire des bâtiments à haute performance. Sachant qu'à partir de 2012, il ne suffira pas seulement de réhabiliter un bâtiment, mais il va falloir encore mesurer la performance du bâtiment. Donc pour ce faire, les entreprises auront besoin des compétences fortes, que ce soit des professionnels qui vont voir leur métier muter complètement, et donc acquisition de nouvelles compétences, etc. Et de l'autre côté, les entreprises elles-mêmes vont s'équiper de nouvelles techniques, nouvelles technologies pour justement assumer ce fait-là. Et ça, en gros, ça veut dire que point n'est besoin aujourd'hui de dire c'est difficile, comment faire, etc. Donc il y a Pôle emploi qui vient de donner beaucoup d'informations intéressantes. On peut aller chez Pôle emploi pour ces informations-là. Les maisons de l'emploi font aussi ce travail-là. Donc on a des éléments sûrs, des éléments concrets qui vous donnent une information précise sur un besoin qui peut exister, sur une demande que vous ne voyez peut-être pas immédiatement, mais en tant qu'entreprise ou en tant que personne qui cherche soit à changer complètement de métier ou qui est dans un des métiers liés au bâtiment par exemple et qui veut évoluer vers ces nouveaux métiers. Donc n'hésitez vraiment pas à poser les questions à vos interlocuteurs aujourd'hui et aux autres membres du service public de l'emploi. Et donc, j'ai un document ici, dont parlait M. Chomel, un document publié par les TEE, sur les éco-formations. N'hésitez pas à venir le récupérer à la fin de la conférence, mais le plus important, allez sur le site internet, il est explicite. Et si vous avez des questions après, vous pouvez nous appeler, vous pouvez appeler TEE, vous pouvez appeler Pôle emploi. Merci. Oui, bonjour, Marc Bourdet du Centre de formation des compagnons du Tour de France, qui est donc effectivement sur le territoire du bord de Marne, mais du moins les bords de Marne, plus loin sur le territoire francilien.
Nous, effectivement, on a répondu à la fameuse enquête Praxis Ecobat, et puis voilà. Et puis voilà, on attend un peu de savoir comment on peut articuler les choses, parce qu'effectivement, étant dans le cœur de la formation au métier du bâtiment, il nous est nécessaire d'activer la machine pour former les gens dont on a besoin aujourd'hui et aussi former les bâtisseurs de demain. Alors, ce que je voulais savoir, c'est comment l'ADEME envisageait de développer les actions après cette enquête, et puis comment Pôle emploi pouvait interagir pour faire ressortir les besoins décelés et inciter les centres de formation à se positionner sur des types de formation. Je pourrais vous dire que je suis dans les starting blocks. Je le suis évidemment sur les énergies renouvelables, comme vous dites, c'est glamour. C'est aussi très technique et valorisant. Mais je le serai volontiers sur l'isolation par l'extérieur et un certain nombre de postes comme ça, l'étanchéité à l'air et des questions comme ça. Mais il y a d'un côté pragmatique, quel marché de formation je vais avoir. Faire évoluer mon offre de formation, c'est une chose. Faire vivre mon centre de formation, c'est aussi quelque chose d'essentiel. Alors, sur les suites à effectivement cette étude, alors que les choses soient claires, l'ADEME n'est pas opérateur ensuite. L'opérateur, c'est le conseil régional. L'ADEME ne finance pas directement de formation et a fortiori n'est pas opérateur direct de formation d'une manière ou d'une autre, ni en financement, ni a fortiori en opérationnel. C'est clairement le conseil régional qui va donner les suites ensuite dans sa politique de financement des nouvelles plateformes, des nouveaux équipements pédagogiques. Donc là... Ça sera a priori dans le cadre d'un appel à projet. Alors, par rapport à Pôle emploi, la région, alors effectivement, la compétence de formation revient aux régions. Pôle emploi agit pour les demandeurs d'emploi. Il faut savoir qu'il y a un échange entre la région et Pôle emploi au niveau régional pour définir, au regard des besoins en Île-de-France, de se répartir. Voilà, la région va acheter telle formation, Pôle emploi va aussi aller sur telle autre formation pour essayer de couvrir l'ensemble des besoins. Comment ça fonctionne? En tout cas pour Pôle emploi. Les organismes de formation, mais c'est pas compliqué. Il y a appel d'offres. Les organismes de formation répondent et vous êtes référencé. Aujourd'hui, seuls les organismes de formation qui ont répondu à l'appel d'offres, qui ont été retenus, sont dans le catalogue de Pôle emploi, où là on a acheté un certain nombre de places. Alors, après, il y a les organismes de formation référencés, parfois qui peuvent faire appel à d'autres organismes de formation qui travaillent sous leur coupe. Mais aujourd'hui, pour travailler avec Pôle emploi, il faut répondre à un appel d'offres. Voilà. Au niveau de la région, j'imagine que c'est à peu près le même principe. Voilà. Donc, je pense qu'il faut vous tourner peut-être vers la région ou être en veille sur la diffusion des appels d'offres, tout simplement, ou en tout cas faire un petit peu le tour des organismes de formation qui ont peut-être été référencés pour voir si, en fonction de la demande, ils n'ont pas besoin d'être associés. Est-ce qu'il y aurait des entreprises parmi vous qui sont dans le domaine du bâtiment ou des entreprises de l'environnement pur? Non. Très bien. Il n'y a pas d'entreprise parmi vous? Aucun recruteur.